Bonjour Pascal Coste, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Merci à vous, Cécile. Alors, Pascal Coste, donc vous êtes le fondateur de la marque Pascal Coste. Vous l'avez fondée en 1997 avec un premier salon à Nice. Depuis, vous avez parcouru un long chemin. Vous avez aujourd'hui près de 200 salons en France et à l'étranger. Près de 1600 salariés, dont 30 apparemment donc, sont toujours à Nice avec des bureaux à Nice. Et vous avez une nouvelle aventure en cours avec le rachat du groupe Desange International qui vous propulserait au 4e rang mondial des géants de la coiffure. Mais tout au long de son parcours, vous avez évolué de manière très différente dans votre management en tant qu'homme. Et c'est à ce titre que j'avais envie de vous inviter également et pour que vous me racontiez vos rencontres qui vous ont construit en tant que chef d'entreprise et en tant qu'homme. Alors, pour votre parcours, tout commence à Toulouse avec la rencontre d'un mentor qui vous donne l'esprit d'entreprendre et l'envie de réussir. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus ? Totalement. J'ai fait, si vous voulez, mon apprentissage traditionnel dans un salon, voilà, centre-ville, avec ma petite patronne bien sympathique, son ouvrière à l'époque et son apprenti que j'étais. Et puis, c'était dans une ville banlieue toulousaine. Et lorsque j'ai eu mon CAP, et bien sûr, il y avait une belle marque toulousaine, ce qu'on appelait à l'époque un baron toulousain, qui avait monté lui-même plusieurs affaires. Et donc, ma fierté, c'était de pouvoir prétendre à rentrer dans cette entreprise. Donc, j'ai réussi à passer le cap du recrutement et c'est devenu, j'ai eu une grande découverte. Voilà, j'ai rencontré un homme qui, à l'époque, était un patron coiffeur charismatique, ambitieux, stratégique et qui a eu monté jusqu'à une dizaine de salons sur la ville de Toulouse et intramuros. Donc, ça a été un véritable exemple, un mentor. Et je me rappelle, quand il me posait des questions, quand on se rencontrait en réunion ou en session de training, j'arrêtais pas de lui dire, mais comment vous avez fait pour en arriver là? Mais qu'est-ce qui fait que? Comment on fait pour faire la même carrière que vous? Voilà, et chaque fois, il me disait, apprends, écoute. Voilà, donc ça a été un vrai signe. En fait, il m'a fait découvrir un métier artisanal pouvait se transformer avec des process, avec des idées, avec du marketing, avec de l'innovation, en une industrie, entre guillemets. Et donc, ce qui m'a plu, c'était d'amener à ce métier qui était le métier, le petit patron coiffeur dans son salon, qui faisait toute sa vie, toute sa carrière, et bien que non, un patron coiffeur pouvait devenir manager, businessman, faire du vrai business, quoi. Et c'est ça qui m'a plu, tout simplement, avec bien sûr tout le côté artistique qui va de pair, qualitatif, formation, innovation, coiffure et autres. Donc, c'était un monde nouveau et complet pour moi qui m'a véritablement séduit. Voilà. C'est ça vous permettait d'élargir votre spectre de vision de votre métier. Et puis, vous avez été attiré et par le management, parce qu'on y reviendra après. L'humain, c'est vraiment au centre de vos préoccupations et de la façon dont vous avez fait grandir votre groupe. Ça a été une préoccupation importante pour vous. Et puis, vous avez aussi découvert tout l'artistique. Et ça aussi, ça a fait partie de votre cœur de stratégie, l'artistique. Exactement. Donc, j'ai été coiffeur dans ce petit groupe. Ensuite, il m'a mis directeur d'un magasin, d'un salon. Ensuite, donc, j'ai été à la formation. Donc, je gérais l'école de formation. Voilà, j'ai découvert tout ce monde et en fait, on s'aperçoit que pour avancer professionnellement, il faut être très complémentaire et il faut avoir une sorte de polyvalence, ce qu'on appelle le couteau suisse. Voilà, lui, c'était un précurseur dans ce domaine à l'époque et je me suis inspiré de ce talent et voilà, j'ai eu la chance de croiser cet homme. Et grâce à lui, vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Exactement, voilà, ça a été ce grand virage. C'était comme un papa, entre guillemets, mais professionnel. Et alors, donc, ça, c'est un premier, une première marche dans ce qui fait de vous aujourd'hui le chef d'entreprise et l'homme que vous êtes. Et puis, la deuxième rencontre, c'est Nice. Mais Nice, elle se fait avec une petite histoire qui est fort sympathique. Comment vous êtes arrivé à Nice? Quelle a été l'anecdote qui vous a permis de venir à Nice? De découvrir le bijou, on va dire. Hein, voilà, le bijou que je surnomme Nice. Écoutez, c'est très simple, je ne connaissais pas du tout cette ville, à part sur les cartes postales et à la télé. Et c'était une époque, c'était dans les années 85, 86, je crois. Et il y avait une fille qui chantait à la télé, une star du moment. On avait le même âge, enfin, on a toujours d'ailleurs le même âge. Donc, elle s'appelle
Stéphanie de Monaco. Et à l'époque, moi j'avais 18, 19, 20 ans, on voyait qu'elle à la télé, elle chantait une chanson qui s'appelait Ouragan. Et puis tous les jeunes garçons, ben voilà, on kiffait tout simplement cette nouvelle star. Et moi je joue au rugby. Et puis le rugby, vous savez, il y a une première mi-temps, puis vous rentrez dans les vestiaires, il y a une deuxième mi-temps, et puis vous finissez le match. Et il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, il n'y a plus le ballon, c'est pas le ballon qu'on a dans la main, c'est la bouteille de bière. Et ce soir-là, j'ai abusé de cette fameuse bouteille de bière, apparemment un peu trop, et j'ai fait le pari avec mes potes que j'allais coiffer Stéphanie de Monaco. Alors moi, j'étais le coiffeur de la bande de l'équipe de rugby. Et donc, le lendemain, ils sont arrivés dans mon petit studio. Ils m'ont dit, ben, gars, tu as fait un pari hier soir, tu dois coiffer Stéphanie de Monaco. Et là, je me suis pris au jeu. J'ai dit bingo. Donc, j'ai regardé les annonces et à l'époque, le salon Jacques de Sange de Monaco recrutait un coiffeur. Donc, tout simplement, j'ai postulé. Je suis venu faire mon essai à Monaco. Je suis resté 3 jours. C'était ville de lumière. Donc, ben voilà, je me suis dit, ben, allez, je vais tenter pour tenter ce pari. Tu vas travailler chez De Sange en tant que coiffeur. C'était la grande marque de luxe de l'époque. Il y avait de fortes chances pour qu'un jour, elle vienne se faire coiffer parce elle est quand même princesse. Quand même princesse, oui. Et ben voilà, je suis rentré à Toulouse 3 jours après. J'ai des ciseaux. Un copain qui était joueur de rugby professionnel m'a hébergé au début. Lui jouait à Nice. Donc, il m'a hébergé. Le temps que je trouve un appartement, je me suis installé. J'ai travaillé dans le salon de Sange pendant 2 ans. J'ai rencontré Alors oui, Stéphanie vous avez Monaco. vraiment coiffé Stéphanie de Monaco. Vous avez vraiment remporté votre pari en plus. Voilà, j'ai eu cette chance. Elle est rentrée un jour dans le salon. J'ai fait son shampoing, son brushing. Elle avait les cheveux mi-longs à l'époque. Donc, bien sûr, photo à l'appui. Quand je suis rentré le week-end suivant à Toulouse, j'étais devenu une star. Voilà. Donc, les copains m'ont. Je pense qu'il y a une statue sûrement derrière le stade de rugby. Il devait y avoir une truc. Tout simplement, on n'en parle plus, quoi. Et puis, je suis tombé amoureux de cette région. Bien sûr, après, j'ai ouvert mon premier salon quelques années après à Nice. Et là, ben, une grande histoire est née, une grande histoire d'amour est née entre ben, ce mec du Sud-Ouest qui est arrivé et qui a découvert cette ville, son état d'esprit, sa qualité de vie, tout ce qui va autour. Voilà. Et je dis aujourd'hui, plus de 30 ans après, je voyage beaucoup de par le business. Mais chaque fois que je rentre à Nice, je dis waouh, quelle chance que tu as et que tu as eu de pouvoir faire grandir tes enfants dans cette ville. C'est magique. Voilà. En plus, je trouve qu'elle s'améliore de mois, d'année après année. Il se passe des choses extraordinaires dans cette ville. Il y a une évolution de la ville magique aussi avec des innovations extraordinaires. J'en suis très Alors, fier. qu'est-ce qui vous fait vous sentir chez vous à Nice? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, quand on a préparé l'épisode, vous m'avez dit que vous avez aussi découvert la mer à Nice. Oui, bien sûr. Donc, dès que j'ai eu les moyens, eh ben, j'ai commencé à m'acheter un petit bateau et puis j'ai commencé à prendre la mer, à naviguer, parce qu'avant, je naviguais sur des rivières avec des canoës-kayak, donc sur la Garonne. Donc, voilà, maintenant, j'ai appris ici la mer et puis j'y ai passé 15 ans de ma vie, tous les week-ends et les vacances. Mes enfants ont grandi presque sur un bateau en mer et voilà, et j'ai trouvé des moments extraordinaires. Et puis voilà, alors, est-ce que c'est ce qui m'a rattaché à la ville? En tout cas, c'est l'état d'esprit que j'ai trouvé qui était extraordinaire. Et moi, je me suis retrouvé à m'évader au travers de cette Méditerranée, à découvrir un monde magnifique, magique, qu'il faut protéger. J'insiste, je dis attention, n'en abusez pas, protégez-la, respectez-la. Elle en a besoin, cette Méditerranée. Donc, voilà. Et puis, vous savez, au niveau de la vie, elle m'a donné plein de leçons. Racontez-moi. Voilà. Quand vous faites de la navigation, vous traversez des moments, vous prenez des risques, tout simplement. Mesurer ou pas mesurer parfois, et qui vous retrouve dans des tapettes en plein milieu voilà, de rien, et avoir très très peur. Et finalement, vous apprenez que si vous restez calme, si vous restez sérieux, quoi qu'il se passe, et ça, c'est véritablement une grande leçon qui me sert aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire que nous vivons. Vous savez, un marin vous le dira toujours, laisse tomber la tempête, laisse passer l'orage, laisse passer le brouillard. De toute façon, derrière, il y aura toujours le soleil. Donc, ben, c'est ça. Faut-il passer cette période? Et pour passer cette période, il faut rester serein, il faut rester calme, concentré, professionnel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, peut-être ça m'aide à appréhender ce qui se passe depuis un an au niveau de notre vie de tous les jours, de notre business,
Donc, la mer m'a enseigné Alors moi, ça. moi qui vis à Voilà. Nice comme vous, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avoir cette ouverture sur l'horizon, cette ouverture vers la nature en permanence, c'est vrai que c'est Ouais. une vraie métaphore de la vie, une vraie leçon de vie qui fait que on voit toujours plus loin. On a toujours de la Exact. perspective sur les choses et que c'est un grand enseignement de la nature. Et nous, on a cette nature en permanence sous les yeux, en fait, qui nous ramène peut-être souvent à notre statut éphémère d'homme, qui ne sommes que de passage, et le Tout à fait. calme et les tempêtes. Et voilà, c'est une magnifique métaphore de la vie. Et alors, vous avez un petit rêve de traverser? Ouais, alors ça, j'ai promis à mes potes que d'abord, il faudrait du temps, de la préparation de l'entraînement. Mais mon rêve, vous savez quoi? C'est arriver à la voile, bien sûr. Là, c'est passé sur notre domaine et faire la traversée de l'Atlantique et rentrer dans le port de New York avec une bière à la main à l'avant du bateau. J'ai promis à mes potes qu'un jour, on se ferait la traversée et c'est un objectif que j'ai. Voilà, c'est de faire cette fameuse grande traversée entouré d'amis et pouvoir dire, voilà, regardez, le port de New York nous ouvre les bras. C'est mon rêve, donc je vais tout faire pour le réaliser. C'est pas pour demain, mais en tout cas, je vais m'y préparer et mes potes me poussent à ça parce que ben, ils sont comme moi, ils aiment bien le Ben, challenge. et puis c'est un beau rêve, c'est un bel objectif, et je pense que c'est important dans une vie d'avoir des rêves et des projets à court et moyen terme, et même à long terme, quoi. Je pense que ça fait partie d'une vie d'aller. Mais là aussi, hein, c'est encore des rencontres. Vous allez vous confronter à de l'inconnu, à découvrir de nouvelles choses, et parce que Exactement. naviguer le week-end et les vacances, et là avoir ce projet-là, c'est encore se lancer vers l'inconnu sur des choses à découvrir. Tout à fait. Et puis, c'est encore une fois, celui qui n'ose pas n'avance pas. Donc, la vie est faite de challenges. C'est le challenge la motivation du challenge qui vous fait avancer dans la vie. Donc, voilà, c'est un but. Et je le dis, ayez des rêves et que vos rêves deviennent réalité et que cette réalité se transforme en challenge et que ce challenge se transforme en victoire et vous serez le plus heureux des J'ai hommes. l'impression que c'est une thématique importante, en tout cas chez vous, et que vous êtes un homme de challenge. Hein. Oui, ma vie. Il vous faut du challenge. Ah oui, 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 toujours, toujours, Et toujours. alors, je voudrais évoquer encore un petit sujet avec vous, parce que quand on a préparé cet épisode, j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui faisait votre marque de fabrique. Et on est venu rapidement à parler du management de l'humain. Et moi, j'ai fait ce Mhm. rapprochement avec vos valeurs qui venaient beaucoup du monde du sport et du rugby. Oui, Dans tout ce qu'on a évoqué, moi je vous suis sur LinkedIn depuis un moment, et donc je vois tout ce que vous partagez, et combien vous avez soutenu votre réseau pendant la période de crise, que vous vous servez beaucoup de ces valeurs-là, et fédérer en permanence les équipes, et garder beaucoup d'humain, de solidarité, de ténacité, cette capacité aussi au challenge, au risque. ah, totalement. Vous savez, alors si vous avez parlé du terme de rugby, je suis né dans le rugby, dans cet état d'esprit de solidarité. C'est un sport où on ne peut pas tricher. C'est un sport où si vous jouez pas le jeu avec vos camarades, vous gagnez pas le Mhm. match, clairement. Donc moi, je suis né dans cet état d'esprit. J'ai été fabriqué dans cette mouvance, dans ce moteur. Donc, évidemment, quand on se retrouve chef d'entreprise, ben, on retransmet nos valeurs et mes valeurs, c'est celle-là. Et je n'ai eu de cesse que finalement faire monter les gens. Et quoi de plus beau que faire progresser l'humain qui est autour de vous? Ça peut partir sur vos enfants en termes Bien sûr. d'éducation, de les faire grandir. Mais au sein d'une entreprise, c'est exactement pareil. C'est de porter ces gens. Et plus vous les portez, plus vous les accompagnez, plus ils vous amènent au plus haut. Et plus on est. Vous savez, il y a un grand homme, un grand chef d'entreprise français qui s'appelait Paul Mhm. Ricard. Il a toujours dit que la réussite n'est pas le travail d'un homme, mais d'une Mhm. équipe. C'est une équipe qui réussit et pas un homme. Et ben voilà, si on a compris ça dans la vie, je crois que voilà, la pire chose qui puisse arriver, c'est alors, c'est sûr, je respecte, mais c'est le côté solitaire. Donc non, moi je suis vraiment dans cette partisan là de travailler pour l'entreprise. Ben, je donne un maximum, on crée le lien dans cette crise sanitaire. Vous savez, moi j'avais mes propres collaborateurs qui m'ont Oui. appelé, qui m'ont fait pleurer en visio. On avait mis une cellule de crise en marche avec des visios toutes les semaines pour garder le contact, surtout l'année Oui. dernière, parce qu'on ne savait pas où C'est on ça. allait. On avait l'impression qu'on rentrait en guerre, quoi. Tout le monde était affolé et autres. Et ben, moi, j'ai eu des moments où je les avais en face de moi en visio. C'était magique, quoi. C'était leur regard, c'était l'éclat de leurs yeux qui me portait tout simplement et qui me disait mais on est là, vous inquiétez pas, l'entreprise elle tombera Mhm. pas, on sera toujours
derrière vous, eh ben, on recommencera, on reconstruira. Et c'était pas mes paroles, c'était les leurs. Donc, et quand vous avez des gens qui vous portent comme ça, ben, vous devenez, voilà, vous êtes obligé, entre guillemets, de transmettre, de donner. C'est vraiment mon terme, de donner pour faire grandir. Et à partir de là, ben, voilà, c'est une grande satisfaction que ce partage. Et moi, aujourd'hui, vous savez, bon, j'ai grandi dans les affaires. Voilà, quand, vous savez, quand on a acheté une maison, quand on a acheté une voiture, quand on a acheté un bateau, à un moment donné, ben, c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Ben, c'est de voir ces jeunes comme ça. Et moi, mon kiff aujourd'hui, il est simple. C'est que quand je regarde une collaboratrice qui va rentrer à 13 ans, à qui on va faire passer le CAP à 18 ans, qui va passer le brevet à 20 ans, qui va être manager d'un établissement à 22 ans, qui aujourd'hui, j'ai ce cas-là, de jeunes filles à 25 ans, 28 ans, qui ont été cadres chez nous dans l'entreprise, qui deviennent patronnes et qui deviennent franchisées de leur propre salon Pascal Coste. C'est magique. Voilà, c'est extraordinaire quand vous voyez ce regard. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être utile à quelque chose et surtout utile à l'homme. C'est ma façon environnementale à moi, de l'humain, de donner. Et en fait, comme je donne naturellement, c'est ce qui fait que notre entreprise aujourd'hui est inébranlable et qu'elle est au sommet et qu'elle est bien loin, je dirais, de ce qu'elle va pouvoir réaliser parce que, comme on le dit très justement chez nous, les limites sont faites pour être dépassées et c'est ça. Les limites sont faites pour être dépassées, c'est le terme des hommes, le terme d'une entreprise par une véritable solidarité générale. Oui, j'ai vu que vous receviez, alors quand vous en parliez là pendant ce temps de crise, peut-être pour le rapprochement avec la thématique de la rencontre, c'est vrai que mon sentiment a été que vous avez beaucoup donné pendant cette période et vous avez beaucoup reçu humainement. Et que là se joue la rencontre avec votre réseau. C'est-à-dire que vous vous êtes apporté mutuellement beaucoup de soutien et que ça vous a porté, comme vous disiez, vous êtes sans cesse allé à la rencontre de votre réseau, vous vous êtes porté mutuellement pendant cette période. Ah, complètement. Ça a été énorme, si vous voulez. En fait, ils ont porté l'entreprise tout simplement au travers de cet échange et ça nous a aidé à passer cette fameuse tempête et nous donner toute cette force de traverser la tempête qui est loin d'être finie. Mais en tout cas, ils nous ont véritablement encouragés et je n'ai de cesse que les remercier parce que les messages, les vidéos de soutien étaient énormes. Donc voilà, ça a été le grand plus de cette expérience. Ça restera certainement dans toute ma carrière professionnelle un des grands moments de partage parce que c'est vraiment dans la difficulté qu'on s'aperçoit de qui est autour de vous. Et alors, on parle souvent d'amis, on parle souvent de la famille. Mais là, moi, en tant que chef d'entreprise, je le dis, si vous respectez les gens, si vous aimez les gens, un chef d'entreprise peut être adulé et adoré par ses collaborateurs. Et moi, j'ai cette chance, véritablement, d'avoir un respect total de la part de mes collaborateurs. Certainement parce que je donne, parce que je suis sincère, droit. Je sais être dur s'il faut l'être. Mais voilà, c'est ça la force d'un homme et d'une entreprise. Donc, ça fait partie de la marque Pascal Coste. Je pense. Oui, certainement, c'est un des plus. Et mon rôle maintenant, c'est d'essayer de transmettre cette initiative, cet état d'esprit à tous ces jeunes autour de moi qui sont le staff de demain, hein, parce que l'objectif, c'est de créer une équipe qui gère le groupe demain, mais en gardant cette identité humaine de respect. Vous voyez, je leur explique, moi, je pars du principe qu'il faut aller à la rencontre des gens. On a 1600 salariés. Je me fais un devoir de faire. Alors avant, je faisais une tournée tous les trimestres, et puis après une tournée par an. Aujourd'hui, j'arrive à faire une tournée nationale tous les 2 ans. Donc, d'aller visiter les gens, de les rencontrer, de prendre des nouvelles, d'être heureux de rencontrer Janine et de savoir comment va son petit garçon qui est né il y a 3 ans en arrière. C'est des détails qui pourraient paraître peu importants pour certains, mais qui sont tellement énormes. Oui, je pense que c'est important pour vous et que vous aimez ça. Aller à la rencontre de votre réseau. Je pense que c'est important pour vous de rester avec ce contact-là de la rencontre en permanence. Exactement. J'ai juste un message à passer. Si les politiques étaient plus souvent, quels qu'ils soient, je ne fais pas de politique, mais s'ils étaient plus souvent au contact de la réalité, du terrain, à l'écoute de l'humain, peut-être qu'ils prendraient de meilleures décisions. S'ils osaient sortir de temps en temps de leur bureau feutré parisien et qu'ils aillent au contact direct du terrain, des décisions seraient certainement meilleures à prendre parce que c'est le terrain qui donne la réalité. Et vous êtes un homme de terrain et malgré la grandeur de votre réseau aujourd'hui, vous restez un homme de terrain.
complètement. Et je le resterai jusqu'au bout. Alors, si je vais vous poser plusieurs petites questions pour conclure cet échange. Alors, la première question que je pose à l'ensemble de mes invités, c'est si vous pouviez passer un moment, un dîner avec la personne de votre choix, réelle ou fictive, du passé ou du présent, laquelle choisiriez-vous? Sans hésiter, Napoléon. Alors, pourquoi? Napoléon, ça a été l'homme qui a créé, qui a innové. Si j'avais un terme à donner, Oui. alors j'arrive le côté général de bataille, guerre et tout, mais d'un autre côté, quand on analyse tout ça, c'était dans une époque où si tu n'attaquais pas l'ennemi, c'est lui qui venait te manger. Oui. Donc il faut mieux prendre de l'avance, et là-dessus, il innovait. De toute façon, ce qui a fait de lui un empereur. Mais quand vous regardez la Constitution française, quand vous regardez Paris, quand vous regardez le consul, quand vous regardez le Sénat qu'il a créé, c'est un homme extraordinaire qui a su dans son temps, dans son époque, créer, tout simplement innover, qui fait ce qu'on est de la valeur, de la grandeur de la France aujourd'hui. Donc moi, ce que je retiens de cet homme, c'est qu'il a été dans l'innovation totale, au-delà de son temps, et beaucoup de choses aujourd'hui dépendent encore de ce qu'il a pensé, créé. Donc je suis admiratif d'un être comme lui. Voilà, il avait certainement ses défauts et ses qualités, mais en tout cas, moi j'adore la ville de Nice, on en a parlé tout à l'heure. Il a fait avancer la France énormément, il a fait connaître la France, et je pense que, en tout cas, il a fait en sorte que si la France est ce qu'elle est aujourd'hui en termes de reconnaissance, de puissance mondiale et autres, il y est pour beaucoup, beaucoup, et il avait pris une telle avance qu'il a permis tellement d'erreurs qui ont suivi derrière. Voilà. Donc ça restera pour moi un grand homme. Oui, j'aurais aimé partager un repas et comprendre comment, à cette époque-là, il pouvait être visionnaire. Quand on voit Paris aujourd'hui, l'architecture de Paris, l'urbanisation de Paris, tout ce qu'il a pensé, le cœur de vie, enfin, je veux dire, il était partout à la fois, en stratégie, en politique, en guerre. C'est un homme passionnant. Voilà, c'était un homme passionnant. Donc, connaître quelques secrets peut-être de sa personnalité, c'est vrai que ça doit être passionnant de pouvoir lui poser quelques questions sur quel a été son moteur à lui aussi pour faire tout ça. Exactement. Donc, je suis parti du principe que le jour où je le rejoindrai là-haut, il m'expliquera tout ça. Donc, ce qui me fait être patient aujourd'hui. Alors, comme vous faites partie des épisodes de ma série spéciale Made in Nice, j'avais envie de vous poser deux petites questions sur Nice. Alors, la première, c'était si vous deviez accueillir à Nice quelqu'un qui n'est jamais venu dans notre ville, quel endroit vous lui conseilleriez en premier de voir? Où est-ce que vous auriez envie de l'amener en premier lieu? Quel est votre endroit préféré à Nice? Alors, je dirais, alors vous allez rigoler, je crois que j'ai dû y aller une fois. Dites-moi. Mais quelque part, j'ai retrouvé une photo dernièrement et je me suis dit, waouh, en fait, c'est le château de Nice. Ah oui, c'est magnifique, oui. D'accord. Et tout simplement pour lui dire, regarde, viens, assis-toi, regarde ce que c'est qu'un diamant. Oui, le panorama du point de vue du château de Nice. Mais ouais, vous avez la baie des Anges qui est grandiose. Vous avez, vous découvrez Nice, on aperçoit la coulée verte qui est extraordinaire, cette initiative qu'a fait Christian Estrosi qui est extraordinaire. Donc voilà, je dirais bien, on commence par là, tu t'assois, regarde et comprends comment un diamant peut sortir de terre, tu l'as devant toi. D'accord, super, c'est un excellent choix. Et votre plat niçois préféré? Le plat niçois préféré. La daube. Très bon choix aussi, je valide. La daube au farci. Voilà, donc avec les petites ravioles extraordinaires de notre cher et tendre arrière-pays. Donc, je serais capable d'en manger 4 plats d'affilée sans problème. C'est véritablement, pour moi, voilà, un des plus grands plats qu'on puisse avoir. Alors après, il y a plein de bonnes choses à Nice. De toute façon, c'est une des gastronomies les plus saines de France. Donc voilà, mais moi, c'est personnellement, voilà, c'est la daube avec les ravioles. Là, c'est top. Super. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas, Pascal Cos, d'avoir partagé ce moment et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci Cécile et au plaisir de vous rencontrer. Plaisir.